Partie 1. Chapitre 1. L'encenseur se balançait comme la tige d'un métronome. Arca, subjugué, ne le quittait pas des yeux. La relique d'argent ciselée diffusait des traînées de fumée grise au parfum écœurant et disparaissait parfois derrière ses propres voluptés avant de réapparaître et de poursuivre son va-et-vient. On aurait dit une sorte de comète malodorante. L'odeur lui irritait les narines et l'empêchait de se concentrer sur le livre qu'il était censé copier. Un claquement sec retentit tout à coup, suivi d'une vive douleur entre ses omoplates. « On se concentre, mon garçon », cingla l'évangéliste Lautrec, avant de recroiser les mains dans le dos, dissimulant ainsi la canne qu'il maniait. Arca, le visage crispé par la colère, était encore trop jeune pour apprendre à masquer. Regarda le vieillard reprendre ses allées et venues entre les bancs de la cathédrale de l'abondante moisson. Arca marmonna un juron entre ses dents et reposa les yeux sur les pages devant lui. Tout cela était stupide. Il entamait déjà son 19e cycle et il était un adepte du Mystérium en formation. Il était un homme, et cette vieille gargouille de Lautrec le traitait encore comme un enfant. Arca détestait plus que tout les mains de l'évangéliste. Leur peau, aussi pâle que celle d'un spectre, était si mince qu'elle se fendillait aux jointures des doigts, et les petites écorchures laissaient toujours de discrètes taches de sang sur le parchemin que les prêtres distribuaient aux étudiants. Séverine, disait le père d'Arca, était une planète sacrée où les plus méritants pouvaient s'immerger dans les eaux miraculeuses, des cures de régénération. Pourquoi diable Lautrec n'en profitait-il pas? Plus important encore, pourquoi Arca devait-il lui obéir? C'est la tradition Arca, que lui répétait son père, qui lui récitait une à une les règles incombant aux enfants des vassaux, sans qu'on puisse l'interrompre. Le premier fils pour son maître, le deuxième pour les maîtres, le troisième pour le maître de tout. Arca était encore trop jeune lorsque son frère aîné avait quitté le foyer, et il ne gardait aucun souvenir de son départ. Il savait seulement qu'il était devenu assistant du sous-secrétaire à la logistique planétaire, et qu'il devait sa fonction aux arrangements entre son arrière-arrière-grand-père et les détenteurs héréditaires de ce noble titre. Il y a cela plusieurs générations déjà. Arca ne l'enviait pas, lors des rares fois où il revenait à la table familiale, quand son maître était en expédition de chasse sur l'un des océans herbeux, ou qu'il se remettait d'une visite clandestine dans l'un des établissements les plus miteux de sous-monde. Il semblait à Arca que le métier de son aîné l'oblige à copier au moins autant de paperasse que lui. Le second de la fratrie en revanche, ah ça, il s'appelait Tello, et Arca avait de quoi être jaloux de lui. Lui au moins il faisait quelque chose de sa vie. En tant que membre de la milice planétaire, il était responsable du maintien de l'ordre civil. Arca était captivé par les récits dont l'abreuvait son frère. Tello lui contait comment son entraînement avait fait de lui un homme fort, brave et vif. Il lui parlait de descendre sous les lignes de brume, dans la pénombre du sous-monde, d'arrestations de villes contrebandiers, d'opérations de démantèlement de trafic clandestin. Tello, depuis toujours plus grand et plus costaud qu'Arca, avait encore plus grandi grâce au régime chimio-nutritif distribué aux miliciens. Il dépassait aujourd'hui leur père d'une tête et demie, alors qu'il n'était plus vieux d'Arca que de 2 cycles. Le pauvre Arca, coincé dans une cathédrale à l'odeur de renfermé, forcé de copier 10 fois le même rouleau pour l'empereur savait quelle raison. Cette histoire, Arca était capable de la réciter par cœur. Son frère lui la réclamait à Nounou à chaque soir, à l'heure du coucher, du moins jusqu'à ce que Tello commence à développer de la pilosité sous les aisselles, et décide en conséquence qu'il était trop vieux pour des contes d'enfants. Arca ne tarda pas à voir ses propres poils pousser lui aussi, mais continua d'apprécier les histoires de Nounou. Parfois, lorsque Tello jouait à la guerre, dehors avec les autres garçons de l'académie, Arca demandait à Nounou de la lui raconter encore. Installée dans sa chaise à roulettes, elle commençait son récit, et il posait alors sa main sur son épaule. Les cheveux gris et bouclés de Nounou lui chatouillaient la joue, et Arca articulait en silence les phrases du conte en même temps que Nounou. Le mythe le plus basique, le plus primordial, celui de la fondation de leur monde. Il le retrouvait à présent dans les livres qu'il devait copier, en images et en mots, afin que même un enfant puisse en saisir le sens. Le parchemin était ancien, l'encre s'estompait, mais les enluminures étaient encore nettes et vibrantes. Il était une fois, commença toujours Nounou, une planète où la souffrance régnait en maître. Sur la page de Vélin, un cercle gris morne et parfaitement vide. De son trône doré se leva notre Seigneur, et il descendit sur terre. Une silhouette auréolée de flammes, venue des cieux, ses longs cheveux, dessinant un halo autour de son visage parfait. Il apportait le salut et l'abondance pour tous. Une lumière d'or ruisselait des nuages, illuminant les 4 offrandes cérémonielles représentant Sérine, le fardeau d'herbe, le fléau à grains et les 2 coupes, l'une d'eau et l'autre de sève de Solipus.
4 offrandes brandies au bout de 4 bras. Père disait que le Sauveur n'aurait dû en avoir que 2, mais le livre de Nounou en montrait une représentation alternative. Une perversion du corps humain pourtant de plus en plus acceptée par les membres du culte. Il nous reviendra lorsque les ténèbres menaceront de nouveau. La silhouette se tenait, immense, à califourchon sur la planète, engoncée d'une armure aux couleurs du principal produit d'exportation de Sérine, la couleur des rois et des empereurs, un violet impérial et profond. C'était la nuit que l'herbe révélait ses secrets. Cécilie lui avait appris à parler sa langue étant jeune, à cette tumultueuse période aux sorties de l'enfance, à l'âge où l'on commencerait à la trouver assez grande, assez forte, juste assez instruite pour manier les moissonneuses-batteuses ou s'occuper des systèmes d'irrigation. Elle profitait de la nuit, de ces quelques heures normalement réservées au sommeil pour s'éclipser en dehors, et s'allongeait en bordure des champs, là où l'herbe montait aussi haut qu'une rempart. Ses brins d'un rose poudré étaient aussi solides que des câbles et larges comme la tête d'un homme. Cécilie aimait écouter le bruissement du vent dans les frondes. C'était la langue de l'herbe qui lui parlait des barbares et de leurs bêtes vivant en son sein et n'en sortant jamais, de lieux particuliers, loin des villes, hors de portée des lames des moissonneuses, où les visiteurs pouvaient même entrevoir le ciel. L'herbe recouvrait toute la surface de la création, disait le grand-père de Cécilie, d'un horizon à l'autre, aller et retour. Elle n'avait jamais vu l'horizon, elle n'a même jamais été au-dessus de la ligne de brume. Mais l'herbe lui confirmait ce que le vieil homme disait. Les frondes murmuraient les récits d'énormes batteuses à grains, de gigantesques moissonneuses ouvrant des sillons de plusieurs kilomètres dans l'océan herbeux, fauchant les plus jeunes pousses comme les plus anciennes, les blessures infligées par les machines modifiant le ton des voix de l'herbe, qui semblait alors plus faible, quelquefois effrayée, souvent en colère. L'herbe chuchotait encore à propos de l'eau, des milliers de kilomètres de tuyaux d'irrigation qui disposaient goutte à goutte leurs engrais enrichis dans la terre assoiffée. Sol, le cousin de Cécilie, avait travaillé sur ces mêmes tuyaux. À bord de son planeur, était en charge de relever l'état des canalisations, de traquer les fissures à l'aide de magnosculaires de fortune, et de les rapporter à la base afin que d'autres les réparent. Et pendant longtemps, Cécilie avait cru que c'est ainsi que le monde tournait, le parcours de vie de chacun étant déterminé dès la naissance par l'empereur qui, dans sa sagesse infinie, observait un à un les milliards de bébés, nés dans son impérium. À peine venus au monde, encore trempés et couinants, chacun se voyait déjà assigner une tâche future par le dieu de Terra. Grand-papa avait éclaté de rire lorsqu'elle lui avait raconté cela, et répondu que c'était pas exactement vrai. Mais elle avait eu du mal à le croire. Elle avait encore du mal aujourd'hui. Cécilie avait interrogé l'herbe au sujet de Sol, une semaine après la chaude journée durant laquelle il n'était pas rentré à la maison. Elle voulait savoir si l'un des monstres volants l'avait pris, ces choses planes, ondulantes qui lévitaient dans les airs, et scrutaient l'herbe à l'aide de multiples rangées d'œils incrustés sous leur ventre, ou s'il avait été embroché par un aigle bombardier en piqué, la colonne vertébrale sectionnée par son bec de près de 1 mètre de long, avant d'être emporté comme proie au fond de la terre meuble. Ou peut-être que son planeur avait dysfonctionné, qu'une aile s'était déchirée à force d'usure. Les mécaniciens du sous-monde faisaient de leur mieux pour entretenir le matériel, mais les pièces de rechange étaient rares, et celles qui provenaient des niveaux supérieurs en empruntant les galeries en émergeaient souvent en piteux état. Peut-être enfin que Sol s'était simplement écrasé, grisé par l'excitation du vol au point d'en perdre la vie. Cécilie avait soumis toutes ces hypothèses à l'herbe sans obtenir de réponse. Les frondes l'avaient ignoré pour poursuivre leur bruissement mélodieux. Elle avait évoqué la cité, une ruche clinquante, fumante, vrombissante, un bubon souillé au cœur des plaines roses immaculées. L'herbe aurait voulu l'engloutir à la manière d'un phagocyte et se débarrasser de la tumeur qu'elle représentait, jusqu'à retrouver son calme d'antan. Elle n'aurait voulu ne rien laisser que le doux vrombissement du vent dans les brins. Pour l'instant, l'herbe se contentait d'encercler le bubon et de repousser partout où on la fauchait, obligeant les petits êtres qui habitaient la cité à construire en hauteur, toujours plus, jusqu'à dépasser les nuages. Cécilie se demandait si l'on pouvait voir la lumière de l'empereur là-haut. Oui, l'herbe lui avait toujours murmuré à l'oreille, et Cécilie avait toujours écouté, mais cette nuit-là était particulière, différente. Cette nuit-là, l'herbe s'adressa directement à elle. Elle put l'entendre jusqu'au fond du 3e soubassement du A-bloc abritant sa raffinerie. À travers les épaisseurs de terre meuble et de ferro-béton, la voix la tira de son demi-sommeil, juste avant qu'elle ne s'endorme complètement. La poussa à quitter sa couverture élimée et l'extirpa de sa couche.
Cécilie la suivit. Elle passa devant les silhouettes endormies de ses camarades d'usine et emprunta la même route que dans sa jeunesse, celle qui franchissait le périmètre barricadé de la Souruche et dépassait ensuite les batteuses laissées au repos, en bordure de l'océan herbeux, attendant de reprendre le labeur dès le lendemain. Elle resta un moment debout, main tendue, la pomme contre une grande tige filandreuse. L'herbe, épaisse et forte, était mûre pour la moisson. Une fois récoltée, fauchée à la racine par des lames vrombissantes, elle serait stockée dans les vastes conteneurs, à l'arrière des batteuses, semblables à l'abdomen de cruels coléoptères. De là, elle serait ensuite broyée, pilée et réduite en poudre par des raffineries au cœur de la Souruche. Les cheminées des usines crachaient une brume pastel à mesure que l'herbe était réduite à ses composantes élémentaires. Un brouillard étouffant, à l'arôme doucereux, de la même couleur que les nuages qui obstruaient le ciel. Une fois ceci fait, l'herbe n'était plus herbe. Elle était une substance épaisse à l'odeur âcre et puissante, d'un violet rappelant celui d'une vilaine ecchymose, le produit qui donnait à sa planète toute sa raison d'être. Grand-papa disait qu'il permettrait de faire rajeunir les gens, et que les nantis vivant au-dessus des nuages étaient tous prêts à mentir, à tricher, et même à tuer pour s'en procurer. Cécilie ne comprenait pas pourquoi ils en arrivaient à de telles extrémités. Pourquoi ne pas simplement vivre ici en bas? Il y avait tellement d'herbe, bien assez pour tout le monde. Un discret susurrement attira son attention, et elle avança d'un pas dans le champ. Les frondes ondulantes l'entouraient de toutes parts. Près d'une fois et demie plus haute qu'un homme, la cité derrière elle était difficile à distinguer, malgré son ampleur. Une brume épaisse l'enveloppait, et l'on n'en voyait qu'un contour indistinct. Cécilie perdait peu à peu ses repères. Le brouillard lui titillait les narines, s'insinuait dans sa gorge, s'immisçait dans ses bronches. Elle déglutit violemment et chercha une bouffée d'air qui ralentirait la chamade effrénée de son cœur. « Calme-toi » murmura l'herbe. Elle inspira encore et sentit s'apaiser le tambourinement dans sa poitrine. « Avance » dit encore l'herbe. Elle obéit, écarta les brins filandreux sur son passage et s'aventura toujours plus loin dans l'océan de roses parfaitement uniforme. « C'est ça » continue pressa l'herbe du ton rassurant d'une mère à son enfant. « Tu y es presque. » Elle y était presque. Elle n'avait pas besoin que l'herbe lui confirme. Elle pouvait à présent entendre des voix portées par le vent, étouffées par la brume mais néanmoins puissantes. Plusieurs personnes tonnaient à l'unisson. Cécilie perçut le roulement d'un tambour, sans doute fabriqué à partir de la peau de l'un de ses prédateurs canins, qui rôdait en meute dans les étendues herbeuses. Tendue sur une section de tuyau, ou une pièce de moteur d'une batteuse à grains, elle pouvait surtout entendre comme toujours le bruissement de l'herbe par-dessus tout le reste. L'herbe rosée qui la guidait vers son avenir. Il est temps. Elle écarta les dernières frondes et découvrit un trou dans la planète. Une immense dépression creusée dans la terre, large et profonde, assez pour accueillir 1 millier de personnes. Plusieurs centaines se trouvaient déjà là, réparties en groupes sur les marches de terre autour de la fosse. Cécilie avançait jusqu'au rebord de ce curieux amphithéâtre, se mêla à la foule et vit approcher de nouvelles silhouettes. Batteurs grisonnants, laveurs au teint cireux, ouvriers de raffinerie affectés au paillage. Elle pouvait deviner la teinte mauve de leur peau malgré la lueur laiteuse de la lune, et constata que tous souffraient de la même alopécie que son grand-père, des symptômes dus à l'exposition prolongée aux produits extraits de l'herbe. Cécilie reconnut même quelques visages. Il y avait là Doreen, la fille avec qui elle avait joué enfant, jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge d'intégrer une équipe de batteuses, et que l'herbe la prenne. Il y avait aussi Pound, le ferrailleur qui faisait commerce de pièces détachées, surrepticement ôtées aux moissonneuses ou au réseau de tuyaux reliant le sous-monde à la cité supérieure, et les échangeait contre de petites fioles de sève d'herbe raffinée. Les plus aventureux de ses camarades prétendaient qu'une seule dose de ce produit suffisait à vous faire sentir plus jeune d'au moins 10 ans, mais Cécilie avait été témoin des effets secondaires qui suivaient la prise, maux de tête, perte de mémoire et une peau si sèche qu'elle se craquelait autour des orbites, et avait conclu que ce n'était pas pour elle. Elle ne connaissait pas la plupart des gens rassemblés là. Une marée humaine se déversait au milieu de la mer herbeuse, en pleine nuit, afin de quoi? Avaient-ils eux aussi été appelés depuis le fond de leur lit? Beaucoup portaient encore leurs outils de travail, lames, clés à molette, pesants manteaux et clés à écrou. Ils devaient sans doute arriver directement de l'usine après leur service, sans même passer par leur quartier pour se laver ni se changer. Tous étaient silencieux. Aucune conversation n'animait les groupes éparses. L'attention de chacun était centrée sur le milieu de l'amphithéâtre de terre où se déroulait le spectacle. Là, autour d'une estrade improvisée faite de pièces de moteur, de tuyaux rouillés et de plaques de tôle usées, visiblement récupérées sur le flanc de batteuses à grains, se trouvait la source des percussions qu'elle avait entendues plus tôt. 4 géants,
aussi hauts que les brins d'herbe qu'elle avait franchis pour arriver ici, jouaient d'énormes tambours à l'aide de baguettes d'os blanchis. Ils étaient habillés de longues robes et l'obscurité leur masquait le visage. Leurs bras se levaient et s'abattaient à chaque coup de tambour, dégageant parfois les pans de leurs vêtements. Et Cécilie put constater que des bandages d'aspect grossier leur enveloppaient la peau. Plus troublant encore, l'un des géants, sans doute le chef, était doté de 3 bras. Une autre silhouette se tenait au milieu de la scène, vêtue des mêmes robes que les colosses au tambour, la tête couverte d'une capuche et les bras dissimulés sous de longues manches ondulantes. L'individu demeurait un moment sur l'estrade, son immobilité était fascinante. Enfin une main surgit dessous ses manches et fit taire les tambours. Dans le silence tout neuf, malgré les étrangers à ses côtés et les quelques milliers de résidents du sous-monde autour de la fosse, Cécilie put entendre le murmure de l'herbe. L'attention de tous était pleinement conquise. Mes frères, mes sœurs, lança la personne sur la scène. Sa voix était magnifique, légère et mélodieuse, mais empreinte d'une force telle que Cécilie l'entendit aussi clairement que si la silhouette s'était trouvée à 1 mètre devant elle. Elle avait le sentiment qu'on lui parlait depuis l'intérieur de son esprit. C'était exactement comme lorsque l'herbe lui murmurait à l'oreille. L'empereur protège, nous dit-on. On nous affirme qu'il siège sur le trône d'or, sur la lointaine Terra, et surveille ses sujets, et qu'il nous regarde de besognés, qu'il apaise nos maux et guérit nos blessures. On nous assure que cette planète plaît à l'empereur, et que notre récolte lui appartient, et que nous lui appartenons. C'est nous qui cultivons, qui irriguons, qui moissonnons, qui paillons, qui envoyons nos caisses jusqu'à la cité supérieure, et pourtant, le fruit de notre labeur moisit là-haut au soleil, un soleil qui ne nous est même pas donné de voir. Terra ne répond pas à notre appel, l'empereur ne répond pas à notre appel. La silhouette s'interrompit, puis reprit de sa tessiture chantante. Sondez l'intérieur de votre être. Ce que je vous dis, vous le savez déjà, n'appartenant pas à l'empereur de Terra. Elle s'interrompit encore, inspira et cracha ces quelques mots terribles. Car l'empereur est mort. Cécilie poussa un cri de surprise, désarçonnée à la fois par le sens de la phrase et le ton de la voix qui venait de la lancer. Elle porta vivement la main à sa bouche et sentit son estomac lui tomber dans les talons, comme un planeur en chute libre. Blasphème, pensa-t-elle, hérésie. Une affirmation pareille était contraire à la réalité qu'on lui enseignait depuis toute petite. Le plus choquant dans tout cela était l'absence de réaction de la foule autour. Personne ne s'en émut, les gens, restant debout la mâchoire serrée, immobiles pour la plupart. Certains balançaient légèrement d'un pied à l'autre comme en transe, et les marteaux, les lames et les masses pendaient mollement au bout de leurs bras qu'ils gardaient le long du corps. Nous sommes un peuple intoxiqué, continua la silhouette. Nous naissons sous les nuages, nous trimons sous les nuages, nous mourons sous les nuages. Nous sacrifions notre corps pour ceux qui résident dans les hauteurs. Nous sommes fauchés, tranchés, gazés et étouffés. Freiner notre croissance, déformés par l'effort et la majorité d'entre nous ne verront jamais le ciel. La silhouette se leva, les 2 mains en l'air. Dans les ténèbres de la nuit, la ligne de brume au-dessus de la tête de Cécilie semblait luire d'un éclair gris, artificiel, et donnait l'impression qu'une chape de plastacier couvrait l'amphithéâtre. Mais moi, j'ai vu les étoiles, et c'est là notre salut. Nous pouvons l'atteindre ensemble. Il nous faut pour cela nous élever comme un seul homme au-dessus des nuages qui nous aveuglent. Cette planète nous revient. Ce ciel, nous l'avons mérité. La silhouette brandit ses 2 bras tendus, longs et sveltes. Son geste fit retomber ses manches et Cécilie remarqua sa peau rosâtre. Nous méritons les étoiles. Tout à coup, la foule retrouva sa voix à l'unisson. L'auditoire poussa un rugissement d'approbation, uniforme et parfait, avant que la silhouette ne reprenne la parole. Ce n'est que parmi les étoiles que nous trouverons le salut. Notre empereur nous a abandonnés, mais réjouissez-vous, car un maître bien meilleur vient pour prendre sa place. Nous élèverons par-dessus les nuages, et nous conquérons ce monde. L'individu rejeta alors sa tête en arrière, et sa capuche retomba, laissant voir le visage de celui qui venait de parler, celle qui venait de parler. Elle avait la même peau rosée que les ouvriers de la raffinerie, mais si les travailleurs d'ordinaire avaient les traits tirés, les yeux vitreux et la peau fripée à force de labeur, cette femme-là était la créature la plus splendide que Cécilie ait vue de sa vie. Sa peau était parfaite, presque lumineuse, et ses yeux verts étincelaient vivement, et son crâne était impeccablement chauve. Cécilie la suivrait, elle lui obéirait, elle mourrait pour elle. Cette nuit, enfant de Sérine, clama la sommité au milieu de l'estrade, nous nous emparons de la planète cette nuit, pour nous, pour notre avenir. Fin du chapitre 1, Le Seigneur de l'excès de Rich McCormick. Et si vous souhaitez participer au développement de la chaîne, n'hésitez pas à partager, commenter et à vous abonner.
La suite, très bientôt.